Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique en seconde. On est arrivé enfin sur le chapitre numéro 10, le dernier de l'année, qui s'intitule Signaux et capteurs. Donc du coup, première partie aujourd'hui, deuxième partie la prochaine fois, et enfin les exercices. Je ferai du coup un petit sondage dans les commentaires, essayer de répondre un petit peu tous dans le commentaire de la vidéo, du coup au niveau seconde, pour savoir ce que vous voudriez revoir de l'année, que je profite du coup de cette avance qu'on a pris, vu qu'on fait ni TP ni contrôle. Du coup on gagne pas mal de temps et du coup le programme se finit assez tôt dans l'année. S'il y a des trucs en chimie par exemple vous voulez revoir, que je puisse refaire des cours, ou alors si vous voulez voir un petit peu autre chose que je peux proposer. Donc du coup dans ce que je peux proposer il y a pas mal d'astronomie, vu que j'ai été retiré du programme cette année, que vous n'avez pas eu la chance de le voir par rapport à ceux de l'an dernier. Il y a pas mal de choses sur l'astronomie que je peux donner, sur tout ce qui est système solaire, planète, etc. Voilà, ça peut devenir très compliqué, mais on va essayer de rester très simple niveau second. Sur ce, on commence ce chapitre. N'hésitez pas à répondre en commentaire du coup pour ce sondage-là. Et du coup, bah, à la majorité, hein, je ferai... Mais d'abord, priorité à la chimie pour ceux qui comprennent pas. Et ensuite, s'il y a personne d'autre qui veut, on ira sur autre chose. Voilà, un sujet qui vous plaît, ou ça peut être celui-là, ce que je disais sur l'astronomie, ça peut être n'importe quoi. Bref, à vous de décider. Nous, pour l'instant-là, on travaille. Donc du coup, chapitre 10, vous marquez signaux et capteurs. Ce sera du coup le dernier chapitre de cette année. Et après, vous aurez tout ce qu'il faut pour passer à l'an prochain. Voilà, allez, on y va. Du coup, grand A. Loi des circuits électriques. C'est des choses que vous avez pas mal vues en collège déjà. Donc du coup, je vais pas forcément revenir dessus. Et grand A, les circuits électriques. Pour commencer sereinement ce chapitre, s'il y en a qui veulent mettre sur pause là et aller réviser, il va me falloir tout ce qui est, mots-clés comme générateur, récepteur, ce que c'est un nœud, ce que c'est une maille. Ça va vraiment falloir le savoir. Et il y a aussi tous les symboles schématiques, tous les symboles normalisés de tous les récepteurs, de tous les générateurs. Donc générateur, pile, lampe, moteur, interrupteur, etc., etc., etc. Voilà. Tout ça, il va me le falloir. Donc du coup, essayez de réviser un petit peu en amont. Je vais reprendre vite fait, mais j'aurai pas le temps de m'attarder vraiment dessus. Ce qu'il faut savoir dans les circuits électriques, du coup, c'est qu'un circuit électrique, c'est au moins une boucle conductrice. Si elle n'est pas conductrice, forcément, ce n'est pas une boucle, vu qu'elle est ouverte. Donc quand ça conduit entièrement le courant, c'est ce qu'on appelle un circuit fermé, où il y a du conduction du courant électrique, et qui comprend, donc cette boucle ou ces boucles, peuvent comprendre plusieurs dipôles. Un dipôle, qu'est-ce donc? Un dipôle, c'est quelque chose qui a deux pôles, tout simplement. Voilà. Si ça a trois pôles, on appelle ça un tripôle, etc., etc. Donc du coup, comprenant des dipôles et aussi des fils de connexion, du coup, qui relient ces dipôles entre eux. Ces dipôles, du coup, sont classés en deux catégories. Première catégorie, du coup, ce sont les générateurs. Donc tout ce qui va fournir l'énergie électrique au circuit. Donc ça peut être des piles, ça peut être des générateurs de tension, des générateurs de courant, des panneaux solaires, des dynamos, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent du coup donner de l'énergie au système. Et au contraire, ceux qui vont consommer l'énergie du système, on va appeler ça des récepteurs parce qu'ils reçoivent l'énergie. Et eux, leur particularité, c'est que s'il n'y a pas d'énergie, en fait, ils ne fonctionnent pas. Ils ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et dans ces cas-là, on va retrouver les lampes, on va retrouver les moteurs, on va retrouver pas mal de choses, en fait, qui vont fonctionner juste par le courant qu'ils reçoivent, l'énergie électrique qu'ils reçoivent. On a les diodes électroluminescentes, tout plein de choses comme ça qui peuvent, du coup, jouer le rôle de récepteur, enfin, qui jouent le rôle de récepteur, qui sont des récepteurs. Chaque dipôle, du coup, est représenté schématiquement par des symboles qu'on appelle normalisés. Ça veut dire que ici, au Japon, en Antarctique, aux États-Unis, n'importe où dans le monde, on utilisera les mêmes schémas. Ça veut dire qu'on pourra, du coup, entre travailleurs de différentes nations, de différentes langues maternelles, s'échanger des schémas de circuits électriques et comprendre ce que l'autre a construit pour le reproduire. Dans un circuit électrique, on peut identifier ce qu'on appelle des nœuds et des mailles. Alors un nœud, qu'est-ce que c'est? Un nœud, en fait, c'est un point de connexion entre trois fils. Voilà. Imaginez que vous avez trois fils qui vont quelque part. Ok. Souvenez-vous, vous avez des fils électriques. Bon, j'en ai pas chez moi, hein, bien sûr.
Mais des fois, vous avez un fil électrique, en fait, qui... Bon, il a son fil qui part comme ça. Vous avez du coup le truc qui rentre dans le dipôle. Et des fois, en fait, vous mettez un autre fil par-dessus, ainsi. Et vous amusez même en TP à les emboîter le plus possible. Là. Vous avez tous fait ce jeu, hein. Jeu débile, d'ailleurs. Mais du coup, au bout d'un... à partir du moment où vous mettez un fil sur un fil, en fait, vous allez créer, du coup, pour le courant électrique, une bifurcation. Et donc, du coup, ben, quand vous avez, à la sortie d'un dipôle, cette bifurcation, en fait, ben, vous avez créé, en fait, un nœud. Voilà, ça, c'est un nœud. Là, quand vous mettez un fil sur un autre, ça, c'est un nœud, ok? Enfin, à partir du moment aussi où vous avez quelque chose d'autre, enfin, ces deux fils sont emboîtés dans un dipôle, bien sûr. Voilà. Donc, dès que vous avez dans un schéma, en fait, vous avez, je sais pas, un carré, comme ça, avec des dipôles, tout ça, et vous avez un deuxième carré à côté, bah, les deux points de jonction, qu'il y a en haut et en bas, sont des nœuds. Voilà. Et vous avez du coup les mailles. Alors la maille c'est quoi? C'est juste une boucle qui est fermée et composée de plusieurs dipôles du coup qui sont forcément associés en série. Ok? Donc du coup, un circuit électrique, si ça comporte qu'une seule boucle, pardon, ben, cette boucle et la maille, donc du coup le circuit électrique et la maille enfin la maille et le circuit électrique, c'est pareil. Par contre, si vous avez plusieurs boucles, ben, vous avez autant de boucles qu'il y a de mailles, mais seulement l'entièreté de toutes ces boucles fait le circuit électrique. Ok? J'espère avoir été clair là-dessus. Alors du coup, si je prends cet exemple-là, bah, vous avez du coup ici le point A qui sépare en fait un fil qui va à gauche, un à droite et un en bas. Donc du coup, A, c'est un nœud. Pareillement pour B en bas. Et ces deux nœuds en fait séparent deux mailles, la maille du coup qui est en bleu et la maille qui est en orange. Ok? Pareil pour C et D, bah vous avez ce C là qui du coup... Oh j'ai fait une erreur. Le C qui est du coup un nœud, le D qui est aussi un nœud qui sépare tous les deux, les mailles 2 et 3 du circuit. Ok? Bon en vrai c'est beaucoup plus complexe que ça pour les mailles. Là j'ai mis qu'il y avait 3 mailles, j'ai travaillé rapidement. Mais en fait il y a beaucoup plus de mailles que ça. Vous avez du coup les mailles 1, 2, 3 que j'ai représentées. Mais vous avez aussi la maille numéro 4 qui passe par le générateur, qui va jusqu'à C et qui redescend à D pour retourner vers le générateur. La maille 5 qui part de A, qui passe par C, qui va jusqu'au moteur, qui revient par D, par B et qui repasse par la lampe pour reboucler à A. Et vous avez la maille numéro 6 qui comporte en fait toutes les mailles ensemble. Ok? Voilà. Donc ça, ce sont des mailles possibles du circuit. Il y en a 6, non pas 3, comme je l'ai injustement mis ici. Quand vous regardez au milieu, du coup, les symboles que vous avez au milieu, là, les ronds avec les croix au milieu, ce sont des lampes. Les lampes, je les ai mis en rouge, comme le moteur, ce sont des récepteurs, ok? Et le générateur, du coup, à gauche, qui est en vert, parce que c'est un générateur. Voilà. C'est quelque chose qui va fournir l'énergie au circuit, et les lampes L1 et L2 plus le moteur vont au contraire consommer, utiliser, vont réceptionner l'énergie, donc des récepteurs. Grand B. Grand B, grandeur électrique dans le circuit. Donc pour différencier deux circuits électriques qui sont d'égale constitution, on va donner deux grandeurs à ces circuits électriques qui sont d'un côté la tension électrique qui se mesure en volts, ok, et de l'autre côté l'intensité du courant électrique qui se mesure en ampères. Alors, cette grandeur électrique qu'on appelle tension électrique, on va le noter soit grand U, soit grand V. Alors grand U entre nous au lycée, par contre pour ceux qui vont continuer à la faculté en IUT, en DUT, en prépa, vous allez peut-être vous voir la notation V. Je ne sais plus pourquoi, mais on le note plutôt V. Voilà, on me l'avait expliqué, j'ai oublié. Bref, ça me revient, je vous le dirai. Son unité, du coup, c'est le volt, et ça se mesure avec un voltmètre. Le symbole de l'unité, c'est grand V, hein, et ça se mesure avec un voltmètre. Du coup, le voltmètre, si vous vous souvenez plus, je vous ai mis le petit schéma en bas. C'est un rond, ok, avec un V, avec une borne... Normalement c'est volt, la borne d'entrée, et vous avez, enfin c'est volt et ohm, il me semble la borne d'entrée, et la borne de sortie qui est com, ok? Comme qui est la borne de sortie commune à toutes les entrées d'un multimètre. De l'autre côté, l'intensité du courant, du coup ça c'est notre grand I, et ça sera toujours pareil, ok, ça sera toujours grand I. L'unité du coup c'est l'ampère, ça c'est notre grand A, et l'appareil pour mesurer les ampères s'appelle l'ampère-mètre, ok? Dont les bornes de sortie sont spécifiées sur ce schéma-là. Bien sûr, il n'y a rien de compliqué, hein. Pour mesurer des volts, voltmètre, pour mesurer les ampères, ampère-mètre. Par contre,
au laboratoire, on n'a pas des ampèremètres et on n'a pas des voltmètres. On a ce qu'on appelle des multimètres. Ça sert à mesurer, ça sert à faire des fonctions en fait ohmmètre, voltmètre, ampèremètre pour mesurer du coup respectivement la résistance. Je dis quoi en deuxième voltmètre, donc du coup la tension électrique, et troisième l'ampèremètre du coup pour mesurer l'intensité du courant électrique. Voilà. Donc du coup tout ça c'est par un multimètre. Vous avez plusieurs canaux que vous pouvez sélectionner. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en général quand vous sélectionnez un mauvais canal, le machin il couine sévère, hein, il fait un bruit qui est très désagréable pour vous forcer à changer de canal, parce qu'à l'intérieur vous avez des fusibles en fait qui permettent à chaque fonction de l'appareil de fonctionner, et ce fusible là du coup grille si vous l'utilisez pas correctement. Voilà pourquoi du coup l'appareil bip de manière sonore et comment dire, et inconfortable. Grand C, on va du coup voir ces lois électriques. Les lois électriques, vous les avez vues déjà, mais on va quand même les rappeler. Alors, dans les circuits électriques, l'intensité du courant et la tension vérifient des relations mathématiques qu'on appelle loi de l'électricité. Alors, en vrai, ça s'appellera autrement plus tard, mais je ne vous spoil pas la fin. Donc, pour ceux qui veulent continuer d'écrire le vrai nom, ça commence par Kir, ça finit par Schoff. Mais vous verrez qu'on l'appelle autrement, ces lois du coup. Donc pour un ensemble de dipôles associés en série, attention, j'aimais bien serrer en soulignant en gras, ces deux lois ne marchent que dans une même boucle, ok, que dans une même maille. Donc du coup, vous avez loi d'unicité de l'intensité. Dans une même maille, ok, dans une même boucle, vous avez l'intensité du courant qui est constante en n'importe quel point de cette boucle. Voilà. En gros, il faut savoir que l'intensité du courant, c'est le nombre. L'intensité du courant, c'est le nombre de particules chargées, qui sont les électrons, qui passent une section du fil à un instant, enfin pendant un instant donné. Du coup, si elles ont qu'un seul tuyau, un seul fil de connexion, bah, il y aura toujours la même quantité d'électrons n'importe où vous regardez dans le circuit. Ok ? Prenez par exemple un tuyau d'arrosage, vous mettez l'eau à fond et vous faites une boucle. Bah normalement il y a la même pression d'eau partout, ok? Ça c'est évident. Voilà. Loi d'additivité des tensions, ce qu'on appelle aussi la loi des mailles. Alors la somme des tensions aux bornes de l'ensemble des générateurs est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque récepteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre bazar là, il nécessite 9 volts pour fonctionner, on imagine qu'on a 3 lampes d'affilée en série, il lui faut 3 volts chacune, et ben on peut être sûr que si vous voulez faire marcher votre circuit, il faut lui injecter 9 volts, on est d'accord. Donc si votre générateur est fourni 9 volts, bah vous allez avoir les 9 volts qui vont être consommés par les 3 lampes. Après bon, elles peuvent être de voltages différents, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les tensions qui sont nécessitées, qui sont observées, pardon, qui sont mesurées aux bornes de vos récepteurs, si vous additionnez, ce sera égal du coup à la tension aux bornes du générateur. Si le générateur il délivre 12 volts dans votre circuit, enfin, dans le cas d'une maille unique, hein, dans un circuit qui comporte une seule maille, bah vous pouvez être sûr que tous les récepteurs dans cette maille ont une tension qui, si on les ajoute entre elles, redonne celle du générateur. Aussi simple que ça. En fait, il faut voir ça de manière assez imagée, quoi. Vous avez, je sais pas, 5 appareils qui fonctionnent. Imaginons, vous avez 5 ateliers qui fonctionnent, il faut 5 personnes chacune. Bah, vous êtes obligé d'en mettre 25, sinon ça marche pas. Voilà. Donc du coup, la somme des tensions, des récepteurs, de ce qui nécessite de l'énergie pour fonctionner, bah, ce sera égal à ce que vous l'avez délivré. C'est normal. Voilà. Attention, il peut y avoir plusieurs sources. Qui délivrent de l'énergie, donc faites attention. Cette loi-là, elle marchera tout le temps. Somme des tensions aux bornes des générateurs est égale à somme des tensions aux bornes des récepteurs. Voilà, ça marche bien. Du coup, dans le cas qui est ici, vous avez un générateur qui est là entre A et D, qui affiche une tension UAD, donc U qui AD, voilà, simplement. Et bien cette tension, elle est égale, en fait, à UAB plus UBC plus UCD. C'est simple que ça. Vous noterez aussi, au passage, que les flèches sont dans un sens précis. Les flèches, pour désigner la tension aux bornes d'un récepteur, elle va toujours, en fait...
contre le sens du courant. Et pour le générateur, c'est dans le sens du courant, ok? Dans tous les cas, en fait, vous pouvez pas les mettre... Là, j'ai pas spécifié le sens du courant, je suis un peu débile. Mais dans tous les cas, les récepteurs sont dans un sens. Et le générateur dans l'autre. Allez, on y retourne. Deuxième loi, du coup... Enfin, les deuxièmes paires de lois qui, elles, s'appliquent, pardon, sur des montages en dérivation. Donc pour des ensembles de dipôles montés en dérivation, ça veut dire qu'ils n'appartiennent, qui sont parallèles entre eux en fait, qui peuvent appartenir à deux boucles différentes. Vous avez ce qu'on appelle la loi d'unicité des tensions. Ça veut dire que si vous avez par exemple vous avez ici un récepteur là entre B et E, et ben ce récepteur n'appartient possiblement pas à la même boucle que le récepteur qui est derrière. Et qui donne en fait deux mailles totalement identiques, ok? Si vous prenez le chemin entre AFEB ou entre AFDC, vous rencontrez le même nombre de dipôles, ok? Bah si vous rencontrez le même nombre de dipôles, bah vous avez la même tension entre les deux chemins qui sont équivalents. C'est normal. Voilà. Donc du coup, bah, entre BE et entre CD, vous avez deux dipôles qui vont recevoir du coup la même tension, et donc du coup vous avez une unité des tensions, la tension est la même en fait, ok? Entre deux dipôles du coup qui sont montés en dérivation, ça veut dire où le courant électrique va avoir le choix de passer soit dans une branche, soit dans l'autre, ok? Eh bien vous aurez la même tension. Cependant, vous avez aussi la loi des nœuds qui s'applique, ce qu'on appelle aussi la loi d'additivité des intensités. Il faut savoir que la somme des intensités qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent. Tout simplement, dans ce même schéma qui est ici, bah, si on a une intensité qui part de A par exemple, et qui arrive comme ça jusqu'à B, ok, bah, vous allez avoir du courant qui va partir vers E, et du courant qui va partir vers C. Bah, ce que je veux dire par là, c'est que le courant qui est arrivé de B va être égal à la somme des courants qui vont aller vers E et vers C. Voilà, tout simplement. C'est comme si vous prenez un tuyau, vous faites une espèce de Y pour avoir une alimentation de deux autres tuyaux derrière. Et bien, si vous voulez mesurer la pression en fait de votre débit d'eau, enfin, si vous voulez mesurer le débit de l'eau, pardon, donc le nombre de gouttes qui partent du tuyau par seconde, hein, et bien, si vous prenez le débit de l'eau d'un tuyau au bout du Y plus celui de l'autre tuyau du Y, et ben les deux débits sont égaux, en fait, enfin si vous ajoutez, la somme est égale au débit que vous avez à la base du robinet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bah c'est pareil. Donc là, sur ce schéma-là, ça ne voit pas trop pour l'intensité, j'en ai mis un autre. Donc ici, vous avez un nœud, parce qu'il est entre 3 fils de connexion minimum, ça peut être beaucoup plus, hein, là c'en est 4 par exemple. Et bien vous avez un I1 qui arrive, vous avez un I2 qui arrive, vous avez un I3 qui arrive, et vous avez un I qui repart. Et bien I, c'est égal à I1 plus I2 plus I3. C'est aussi simple que ça. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi. C'est la fin du cours d'aujourd'hui. Bien entendu, n'hésitez surtout pas à répondre en commentaire si vous avez des questions, ou pour répondre au sondage que je vous ai fait au début de la vidéo. Sur ce, bah moi je vous laisse, et on se retrouve jeudi pour la suite de ce cours et la fin de ce cours avant d'exercices à faire. Voilà. Travaillez bien et puis on se revoit bientôt. Au revoir.